Bonjour à tout le monde, c'est Betty Yengo. Je souhaite à tout le monde bienvenue sur notre plateau de TwinsBN, Soit toi, soit réel. Bonjour, c'est Nina Yengo, une fois de plus très contente de se retrouver encore avec vous. Et sur notre plateau TwinsBN, Soit toi, soit réel. J'aimerais savoir comment va ma sœur. Je vais bien, je vais très bien. Et toi? Ça va, ça va. Ça va, il n'y a pas de problème en tout cas. Comme vous le savez, on a reçu Dr V, que j'ai changé moi-même, je commence à appeler Dr V, c'est pourtant Dr Véronica Kayembe. Ouais. Nous l'avons reçu notre premier épisode, et là c'est notre deuxième épisode où nous allons encore développer ce que nous n'avons pas fini la fois passée. Je vais quand même, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre son premier épisode, je vais parler sur sa biographie. Dr Véronica Kayembe est une professionnelle accomplie et polyvalente, forte de plus de 20 ans d'expérience dans divers secteurs tels que la banque, les investissements, la gestion, le recrutement, la formation, la communication, l'événementiel et la psychothérapie. Elle est titulaire d'un MBA avec spécialisation en finance et d'un doctorat en psychothérapie. Elle dirige actuellement le cabinet conseil La Consultant, ou en tant que Managing Director. Elle gère une équipe d'experts dans les domaines des investissements, de la formation, de l'interprétariat, ou, si on peut le dire, traduction, ainsi que l'événement. Interprète assermentée, reconnue par sa capacité de communication exceptionnelle, Véronica est considérée comme l'une des meilleures animatrice d'événements corporate du pays, la RDC. Dr Kayembe est également une conférencière prisée, lobbyiste pour la promotion de l'éco-citoyenneté. Elle est fondatrice de la présidente de l'ONG Hope Foundation, qui œuvre dans l'éducation et le développement social. En outre, elle est fondatrice et directrice générale du centre psychothérapeutique Serenity Clinic. Sa passion pour l'excellence, son engagement envers l'éthique professionnelle et son dévouement à l'égard de la communauté inspirent plusieurs personnes. Sur cette note, nous recevons Dr V sur notre plateau de TwinsBN. Sois la bienvenue, ma tante. Merci, merci. Salut, grande dame. Salut, ça va? Ça va, ça va. Une journée très chargée. Très chargée, mais c'est une joie d'être avec vous, comme toujours. Oui. Là, vous m'avez séquestré pour la deuxième fois. Donc... On n'a pas encore fini. Hein? Je ne suis pas au bout de mes peines, hein, c'est pas grave. Non, bienvenue. Hein, merci. Vraiment bienvenue. Vraiment, nous sommes très contents. Le premier épisode, nous avons, on a parlé sur le mariage et comment ça s'est passé et le parcours, votre relation en tant que parent, en tant que couple. Et là, tu as parlé sur la relation que tu as avec ton mari, fusionnelle, c'est ça qu'on dit? Très fusionnelle, avec les enfants. Vous avez vraiment les yeux sur les enfants, l'éducation. Vous rassurez que les enfants savent que les parents les aiment. Donc, c'est une base que vous avez donnée sur vos enfants. Et après, tu as soulevé un point qui nous a un peu fait réfléchir, où tu as dit, c'est le sujet, comment je peux dire? Il y a eu une divergence culturelle? Divergence de pensée, voilà. de point de vue. De point de vue, voilà. Et qu'est-ce que ça a affecté en fait dans votre mariage? Oh, cette divergence est allée crescendo quand on est rentré en RDC. C'est-à-dire... Vous viviez aux États-Unis? On vivait aux États-Unis, donc on est mariés à la autour de la 5e année de mariage. On a la même vision, on se dit on doit rentrer au Congo, on a des objectifs. On écrit d'ailleurs des plans d'entreprise. Hein. On se dit en rentrant au Congo, voilà ce qu'on va emmener. Et on a un objectif qui est Make a Difference. Pour nous, c'était vraiment notre slogan. On voulait... à cette époque-là, vraiment revenir avec ce qu'on avait appris d'ailleurs pour venir bâtir le pays. Il faut dire qu'à cette époque-là, la RDC vivait aussi cet exode de tous ceux qui venaient d'ailleurs, qui revenaient pour apporter leur pierre à l'édifice du pays. Et pour nous, c'était vraiment ça. Et donc, on revient
avec trois enfants. Hein. On a notre troisième fille, à peine elle a ses vaccins, on prend l'avion, on descend. On fait vraiment un pas de la foi. On travaillait tous deux à des postes bien positionnés dans une banque locale. On a travaillé d'ailleurs à la même banque, je me souviens, mais à des branches différentes. Et on arrête tout. Et on se dit, on rentre en RDC sans emploi, sans quoi que ce soit d'autre, mais vraiment avec la foi, parce que ayant prié aussi, on était convaincus que Dieu nous voulait ici. Et donc, on prend nos enfants et on revient. Et j'aime souvent dire, on venait à la rencontre du Congo et le Congo nous a rencontrés. Alors, je dois dire, on est enfant de Dieu, on est croyant, on est serviteur dans l'église, on sert ensemble. On organisait même on était dans le ministère des couples. Il y avait un couple pastoral qui était au-dessus de nous, mais dans l'organisation, dans l'exécution, c'était vraiment nous. Eux, ils avaient plus l'œil de supervision. Et donc, on est en plein dans ça, on est très complémentaires dans ce qu'on fait. Le genre de couple où j'ai des recettes, il connaît tous les ingrédients. Quand moi, je cuisine, c'est lui qui fait les achats, etc. Donc, c'était vraiment le genre de dynamique qu'on avait. Et quand on arrive en RDC, les défis qu'on a rencontrés sur terrain ont fait que ces petites divergences d'opinion sont devenues un fossé finalement dans le couple. Et on rentre pour rencontrer une culture différente, une culture qu'on avait quittée tous deux un peu, adolescents ou en fin d'adolescence. On était encore jeunes, peut-être un peu enfants. On est adulte maintenant, on revient et il y a des réalités qui commencent à nous rencontrer. Et on revient, chacun retourne à des milieux complètement différents. De l'autre côté, on avait créé un milieu commun, on avait des amis communs, on avait des couples amis. Quand on revient, le monde commence à se séparer. Et ça crée de plus en plus un fossé. C'est-à-dire que on revient et on rencontre la réalité qui est, pour nous, on s'attendait à très rapidement avoir de l'emploi, etc. Je trouve de l'emploi, lui, non. C'est pas facile pour quelqu'un qui est très responsable, prend très bien en charge sa famille. Vraiment, c'est quelqu'un qui, dans la sphère communautaire, même dans ma famille, c'était plus un beau-fils, c'était un fils. Pour mes parents, un frère. Pour mes frères, c'était vraiment... Et donc, quelqu'un qui est habitué à vivre ça, moi aussi, je suis habituée à un certain standing de vie, etc. On vient et on rencontre ça. On essaye de se battre, mais tous deux, on subit des pressions, des réalités différentes. Je m'accroche à l'église. Pour moi, je suis ancienne de la Borne et donc je retrouve mon univers. Dieu nous avait orientés vers une église où on devait aller. Moi, je rentre dans l'église, je continue dedans. Monsieur entre plus dans le côté recherche d'emploi politique parce que dans son environnement, c'est plus des politiciens qu'il y a, donc cette fibre-là fonctionne un peu plus. Mais ça fait qu'on commence, nous qui avions un monde en commun, des activités communes, on commence vraiment à avoir des mondes partagés. Il ne se retrouve pas dans mon monde, je ne me retrouve pas dans le sien, et petit à petit, les crises commencent. Wow. It's really making sense. Ça donne vraiment un sens. Ce que tu es en train de dire. Oui, super. Donc, là, c'est après combien de temps de mariage? Là, on est à 7 ans de mariage quand on rentre en RDC. Là, vous avez votre 4e fille. On a notre 3e. Et donc, quand on rentre en RDC, la première année, je conçois la 4e. Je vais aux États-Unis accoucher, je reviens. Et là, finalement, on se retrouve à la 8e, 9e année de mariage. On a 4 enfants. OK. Je me suis posé, pendant que tu étais en train de parler, je me suis posé la question de savoir, est-ce que vous étiez en train de vous rendre compte que vos chemins étaient en train de se séparer ou vous étiez surpris tous les deux de voir que l'un est allé à droite, l'autre est allé à gauche? Okay. Je ne peux parler que pour ma part parce qu'il n'est pas là. De mon côté, de mon point de vue, je le voyais. Je l'ai vu très très tôt parce que étant très fusionnel avec la personne, on sent très vite quand on commence. On est très amis, c'est mon meilleur ami. C'est pas simplement meilleur ami pour dire parce qu'on s'est passé l'alliance, on est meilleur ami. On est vraiment meilleur ami. C'est quelqu'un avec qui je pouvais vraiment parler ouvertement de tout et de rien. Vraiment me sentir très à l'aise. Et je ne dis pas ça pour encenser. C'est vraiment comme ça que je vivais ça.
Alors du coup, quelqu'un qui est aussi fusionnel, vous êtes jumelles, je connais votre fusionnalité Ouais. depuis l'adolescence. Mm. Aujourd'hui, si Nina commence un peu à se retirer de toi, Oui, Betty, oui, tu vas le je sentir. sentis. Mm. Et donc, moi, j'ai commencé à sentir ça et très vite, j'ai commencé à impliquer justement des serviteurs de Dieu, des personnes qui pouvaient venir nous aider, des gens prier avec nous, Mais nous tu lui encadrer. en avais parlé. Mais naturellement, Ouais, on comme avait ça, des elle allait sessions de déjà. prière ensemble, mais malgré qu'on essayait de faire ça, les choses étaient assez difficiles. La Ouais. réalité du chômage était difficile à Ouais. vivre. Ouais. C'était très, très difficile à vivre des deux côtés. On essayait de gérer autant que l'on pouvait, avoir 3 enfants qui étaient scolarisés au prix que ça coûte ici en RDC, sur un seul salaire. Et en fait, c'était un cocktail Molotov d'une certaine manière parce que c'était revenir vivre dans un contexte qu'on a abandonné depuis très, très Depuis très longtemps. longtemps. Les repères qu'on a en tant qu'adulte, on les a dans un autre pays où il y a de la stabilité, où il n'y a pas autant d'embouteillages, il n'y a pas de problème de délestage, il y a pas, et on ne se rend pas compte de comment les éléments de stress, en fait, on ne pense pas toujours que ces choses-là sont des vrais éléments de stress. Ouais. Quand on est habitué à se réveiller, on sait que l'électricité sera là, on sait que l'eau sera là, on sait que je peux planifier ma vie sans se soucier du fait de repasser. Mais quand ces choses-là ne sont pas là, même quand on revient après 4 heures d'embouteillage, fatigué à la maison et qu'il y a un peu de courant la nuit, il faut repasser la nuit. Donc, ce peu de force-là, il faut l'utiliser pour repasser la nuit. Il faut anticiper sur l'eau chaude des enfants pour le matin. Il faut donc, c'est beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus d'anticipation. Et ce sont des éléments de stress qu'on ne réalise pas. Et ça pèse, finalement. Voilà. Je suis très contente que que tu parles de ça comme ça. Je suis très contente parce que c'est difficile dans la vie de plusieurs personnes de se rendre compte qu'est-ce qui s'est passé in between. Oui. Voilà. Ouais, parce que effectivement, parce que les gens se disent, je ne sais pas, hein, vraiment on a l'amour qui, quand je me réveille comme ça, et puis bon, il veut plus ou elle ne veut plus. Mais comme c'est le point où tu as dit, tu remarquais déjà et tu as essayé d'arranger, parce que on ne sursaute pas que non, voilà, non, on voit déjà le danger. Mais souvent, les couples, on veut ignorer, bypasser, on se dit, ah non, c'est rien, mais sans savoir que ça vous affecte en tant que couple. Exactement. Et aussi être dans le sens deniable, comment on dit ça en français? Dans le déni. Dans le déni, où tu peux voir ton conjoint ou ta conjointe, il n'y a plus rien en fait. Tu vois un peu. Et quand la décision va être prise pour dire voilà, je ne veux plus, il y a des gens qui se disent ah, comment c'est arrivé? Non, tu étais en train de refuser de voir cette réalité en fait. C'était ça en fait. Mais c'est bien que tu soulèves, que tu prennes conscience aussi en fait de cette situation. Non, vous étiez en train de vous enfoncer sans... Moi, je crois que ce sont des conditions, en fait. Ouais. Si je Il y a peux. plusieurs facteurs sont entrés en jeu. Et je pense que c'est d'abord une grâce, d'avoir la clairvoyance, la capacité. On a été encadrés avant le mariage. Nous-mêmes étions encadreurs parce qu'on exerçait dans un ministère de couple, on réunissait des couples, etc. Donc, on avait quand même des éléments de base. Voilà. Mais il faut se rendre compte que, surtout pour nous, enfants de Dieu, on sait qu'il y a des réalités spirituelles aussi. Déjà, la prise en charge émotionnelle chez nous, on ne la connaît pas vraiment. Quand souvent les gens entrent dans le mariage, on est plus dans les rôles et dans les tâches. L'homme fait ci, la femme fait ça. Mais tout ce qui est au milieu comme éléments qui peuvent impacter les émotions, impacter le mental, etc., on ne parle pas beaucoup de ça. On se dit toujours seulement kanga motema. Donc kanga motema, c'est-à-dire isterin, soit dur, mais je le fais comment? J'aime dire aux gens, Kanga Motema na Singakwanga, Singapourant, avec quoi est-ce que je fais le fameux Kokanga Motema? Comment est-ce que je serre les dents? Comment est-ce que je ferme ce cœur-là? Souvent, on n'est pas souvent outillés. Et dans notre culture, on ne nous a pas appris à mettre des mots sur nos mots, c'est-à-dire les MOTS sur les MAUX, c'est-à-dire des paroles sur des douleurs. On ne sait pas, tu vois. Et linguistiquement, ça s'explique. Hein. Quand on parle lingala, quand quelqu'un dit qu'il a mal à zoka pasi, azoka nein, azoka bien, donc on utilise les mêmes mots pour dire pasi, là c'est quoi? Quand j'ai mal à la tête, est-ce que j'ai mal à la tête migraine? J'ai mal à la tête vertige? On n'a pas
même vocabulairement parlant, suffisamment de termes pour exprimer réellement ce que l'on ressent, même dans la maladie, et une maladie physique. Donc encore moins sur ce qui est mental. Et du coup, quand les gens disent qu'ils ne voient pas les choses se passer et ça arrive très vite, il y a d'abord cet aspect-là de ne pas savoir mettre des mots sur ces mots. Et deuxièmement, il y a l'autre aspect où on ne nous a pas appris à évaluer sur ces leviers-là nos relations. C'est-à-dire que la femme, c'est elle qui prépare, qui s'occupe des enfants. Le mari, il va chercher l'argent, il ramène. Quand ça, c'est fait, on a l'impression que le mariage se vit, mais on ne réalise pas qu'il y a d'autres éléments qui peuvent impacter. Donc souvent, tout le monde n'a pas la grâce d'avoir les outils nécessaires pour savoir décortiquer quels sont les problèmes. Parce que l'épouse se dit, mais moi je rentre à la maison, je fais le foufou, je fais ci, je m'occupe des enfants, je lui parle avec respect. Oui, mais lui aussi dit, mais je me bats pour travailler, je ramène ce que je peux, je lui fais des cadeaux. Mais on ne se rend pas compte qu'on n'a peut-être plus le temps de se parler comme amis. Parce que dans les fiançailles, on avait le temps de sortir ensemble, de se faire des compliments, de vraiment parler au cœur de l'autre. Mais une fois qu'on est entré dans le mariage, on nous a dit l'homme est comme ça. Moi, c'est Azalaraboué. Donc l'homme est comme ça, la femme est comme ça. On te dit change ton accoutrement, tu ne peux plus avoir tes copines d'avant parce qu'elles sont peut-être célibataires. Tu dois avoir des maris. Donc c'est-à-dire on change complètement la relation et on en fait une sorte d'emploi ou de travail ou de fonction. Ce n'est plus une relation, mais c'est l'exercice simplement d'une fonction. Du coup, la partie relationnelle meurt et la partie fonctionnelle reste. Donc souvent, ceux qui n'ont les yeux rivés que sur la partie fonctionnelle, si la partie fonctionnelle n'a pas été défaillante, c'est-à-dire le mari n'a pas arrêté d'être responsable financièrement, etc., la femme n'a pas arrêté d'être respectueuse, soumise, etc., ils ne voient pas d'où le problème est venu. Du jour au lendemain, à Boïnga, du jour au lendemain, il y a eu un problème. Parce qu'on est resté sur la partie fonctionnelle. Waouh. Alors, waouh. Bravo. Bravo. Mais c'est vrai. Et c'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Beaucoup entrent dans le mariage peu Il y a un problème, hein? Il y a un problème, maman. Il y a vraiment un problème, hein? Donc, pour dire, Dr. V, ça aboutit au divorce. Pas dans tous les cas, mais en tout cas, dans mon cas, oui. Dans mon cas, il n'y a pas que ça. On vit énormément de choses sur les 7 années qui suivent. Donc, on a eu 7 années de bonheur et finalement 7 années de malheur. Parce que on évolue de fil en aiguille, il y a des intrants et vous savez, le diable, il est toujours derrière. Le diable est contre le mariage, donc il y a toujours des intrants, des amis qui vont dire tu ne peux pas passer tout ton temps avec ta femme. Il y a une réalité en RDC, elle est culturelle. C'est vraiment non, nous on est avec nos femmes et dans les milieux, dans les cercles qui ne sont pas typiquement chrétiens, c'est ça le mouvement. Tout le monde te fait comprendre, j'ai des gens, écoute, nous tous on est mariés. On a, nous tous, quelqu'un à côté. Je vous fais une petite anecdote. Un ami est venu des États-Unis pour s'installer ici. Et le premier jour, l'ami chez qui il réside l'emmène voir sa clique. Et le premier jour, ils vont chez madame, officiellement. Ils mangent et tout, et tout, et tout. Et tout le monde, tous ceux de la clique viennent avec leurs épouses. Le lendemain, le même monsieur qui les a invités à la maison les invite chez sa copine. Et tout le monde vient avec les copines. Oui, les chisas. Et il est choqué, mais c'est ça la réalité. On lui dit, bien aimé, c'est comme ça que ça se passe ici. Personne ne meurt, on est mariés, on comprend. Et on lui fait comprendre que nos femmes gèrent, nos femmes supportent, nos femmes ceci. Il y a des cas de divorce, certes, mais en général, voilà. Et donc, il y a aussi ces mentalités-là culturelles où c'est normal. Une femme est supposée regarder de l'autre côté, on est bantou, on a quelque part le droit, nos ancêtres étaient polygames, etc., etc. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que, dépendamment de la clique dans laquelle tu tombes et des influences culturelles que tu peux avoir, tu peux commencer à être tiré d'un côté. Il faut comprendre qu'on a la nature pécheresse en nous. Nous tous, peu importe la nature, s'il y a possibilité de faire un péché sans conséquence, on le fait. À moins qu'on ne soit réellement animé d'une réelle crainte de Dieu pour se dire « Ah, je ne le fais pas, même si ça ressemble à un avantage, je ne vais pas dans ce sens-là parce que je veux honorer Dieu. » Comme disait Job, j'ai fait une alliance avec mes yeux que je ne poserai pas mes yeux sur une vierge. Donc, comme je suis en train de dire, triste réalité,
Donc, vous avez abouti au divorce. Oui. Alors, en quelques mots, dis-nous les conséquences du divorce. Les conséquences. Il faut mentionner que dans tout ça, il y a eu des infidélités, il y a eu tout ça, il y a eu vraiment... Il faut pas simplement... Je veux pas qu'on ait l'impression que nous, on s'entendait juste pas, on était stressés. Non. Il y a vraiment eu, c'est allé en s'empirant. T'inquiète, tu as très bien expliqué. T'inquiète. Seulement, on ne veut pas entrer dans les détails. Dans les détails. Et je n'irai pas dans les détails non plus. Mais je pense que c'est bien d'établir vraiment qu'on est passé par une prise en charge de counseling, de suivi, etc. Des temps de prière, malgré tout, on n'a pas réussi. On a malheureusement Mais qui a pris la échoué. décision alors? Voilà. J'ai pris la décision. Et je m'assume. Pas pour dire que c'est la chose à faire, pas pour dire que j'encourage les gens à le faire, mais je vous épargne les détails. Il y a plusieurs facteurs qui nous ont emmenés au fait qu'il n'y avait plus d'autre option que ça. Il n'y avait plus d'autre option après beaucoup de prières et tout ça. Et il y a des moments où c'est juste ça. Il n'y a pas le choix, c'est brisé, c'est détruit. Et sauf miracle et grâce de Dieu, la restauration n'arrive vraiment pas. Et c'est là que tu comprends que dans toute chose, malgré tous les efforts qu'on peut mettre en avant, on dépend vraiment de la grâce de Dieu. Et il faut faire les efforts, il faut faire sa part en tant qu'humain. Il faut prier, il faut être humble, il faut se sacrifier, etc. Mais au finish, c'est vraiment Dieu qui permet les choses. Maintenant, si tu n'as pas fait ta part, ne blâme pas Dieu. Mais quand tu as fait ta part, quand tu as prié, tu as supplié et que ça n'arrive pas, ben, c'est juste pas arrivé. Maintenant, tu me demandais les conséquences. Avant que tu continues, je veux juste ajouter, j'aime la façon dont tu simplifies ça en fait. C'est dur. Certes, c'est dur. En tout cas, on n'aime pas ça. C'est la pire des choses qui peut arriver à un humain. Exactement. Ça, c'est vrai. Ne faites pas ça chez vous. Comme on aime dire, ne faites pas ça chez vous. Mais tu as tellement simplifié ça. Tu as, comment je peux dire, expliqué de manière... Tu as fait ce que tu devais faire. C'est arrivé. Et personne ne doit te condamner. Du mieux que j'ai pu, Et c'est même, je ne cherche ni l'approbation ni la condamnation. Non, c'est ça que j'ai juste fait le mieux que j'ai pu. Non, je parle juste en fonction de la société, en fait. Je parle de la société. Plusieurs se retrouvent vraiment au bout du tunnel, si je peux le dire. Mais on te dit, fais ça, fais ça. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais j'ai aimé parce que tu as dit ce que tu as fait et c'est arrivé. Donc, ce n'est pas aussi la fin du monde. Non, ce n'est pas une fatalité. Autant le mariage n'est pas une fatalité et c'est un grand bonheur, autant le divorce n'est pas une fatalité. Mais c'est une des choses à éviter absolument. Il faut bien se marier, il faut bien prendre le temps de choisir la personne parce que le mariage, finalement, c'est vraiment le plan de Dieu pour accomplir sa destinée sur la terre. Et lui-même a dit, je hais la répudiation. Pourquoi? Les conséquences, elles sont énormes. Tu sais, la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, dans le mariage, vous devenez une seule et même personne. Et le divorce est un réel déchirement. Et quand on déchire quelque chose, ce n'est jamais tout droit. Donc, il y a une partie de toi qui reste dans cette personne, il y a une partie de cette personne qui reste en toi. C'est un déchirement réel. Et c'est très douloureux. Et il est possible que tu ne t'en remettes presque jamais de toute ta vie. C'est très, très difficile s'il n'y a pas un accompagnement psychothérapeutique, de prière, et il n'y a pas une guérison réelle qui vient de la part de Dieu. Moi, je suis peut-être capable de simplifier les choses et de savoir m'exprimer parce que je suis communicatrice, parce que je suis psychothérapeute et parce que réellement, le Seigneur a fait un travail de fond en moi. Mais il ne faut pas se dire, ouais, elle parle bien, elle a divorcé, elle vit... non, vous ne connaissez pas les larmes, les douleurs et l'impact sur la prochaine génération. Parce que moi, je n'ai pas hérité de ça. Mes parents sont mariés jusqu'à aujourd'hui. Ils vont vers bientôt 60 ans de mariage. Ils sont unis et ils ont élevé dans les meilleures des conditions. Mais une fois qu'un mariage s'effrite, c'est comme une fois que le diabète entre dans une famille, ça reste dans l'historique familial. Une fois que le divorce entre, ça reste là. Et on ne sait pas ceux qui entrent par ce brisement, parce que finalement, il y a un espace qui se crée. Quelque chose, une fissure. Une fissure laisse un espace. Maintenant, cet espace-là, est-ce que c'est assez grand pour faire entrer l'œuf d'un serpent? C'est assez grand pour faire entrer des souris? On en rit, mais c'est vrai.
Quand il y a une brèche, spirituellement, nous savons que l'ennemi peut passer par cette brèche. Et donc, le divorce crée une réelle déchirure. Cette déchirure crée une brèche. Et cette brèche-là peut emmener une pléthore de problèmes psychologiques, spirituels et générationnels. Wow. Ouais. Là, ce sont les conséquences. Les conséquences. Ouais. Voilà. On a fini. Wow. Je comprends pourquoi tu es une conférencière. Non, mais je sais que c'était difficile. C'est difficile. C'est difficile d'en parler. Pénible. Ouais. Très pénible. Merci. Merci, Doctavie. Merci de nous avoir fait confiance. Et merci d'avoir parlé de ça. Comme Nina dit, avec simplicité, mais profond. Ouais. Très profond. Et que Dieu t'aide. Je sais qu'il est déjà en train de le faire. Il le fait déjà. Il le fait déjà. Voilà, parce que tu es déjà en train d'aider plusieurs personnes. Et que Dieu continue à t'accompagner. Merci. Voilà. Et je prie que, si je peux dire quelque chose, oui, un mot de la fin, oui, bien sûr. C'est ton mot de la fin. C'est mon mot de la fin. Oui, mon mot de la fin, c'est vraiment d'encourager quelqu'un. Oui. Ne divorce pas. Je vais parler direct dans la caméra. Ne bats-toi. Demande l'aide de Dieu. Dieu restaure. J'ai vu des cas. Moi, je suis passée par la fatalité, mais ça ne doit pas être le cas pour toi. Dieu est capable de transformer les situations. Quand on s'unit avec Dieu, si jamais il faut se désunir, rassure-toi que c'est Dieu vraiment qui te dit « je te sors de cette situation ». Mais c'est la chose à ne pas faire. Mais si jamais ça arrive, Dieu est capable de restaurer. Soit cherche de l'aide, de la prière chez les personnes fiables, chez des psychologues, psychothérapeutes. Soigne-toi, guéris et relève-toi. Mais vraiment, le divorce, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Je sais que dans cette génération, c'est cute. On fait une fête pour le bébé, on fait une fête pour les collations de grade, on fait une fête pour le mariage et on commence même à faire des fêtes pour le divorce. Mais croyez-moi, même ces gens-là qui semblent faire des fêtes au dedans d'eux, c'est une déchirure incroyable. Que Dieu vous aide à ne pas vous retrouver dans ce genre de situation et qu'il vous aide, si jamais vous êtes déjà passé par là, à vraiment trouver les mécanismes par lesquels vous pouvez en sortir. Et c'est possible. Je vous le garantis, c'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Betty Yungu vous dit au revoir. Nina Yungu vous dit au revoir et que Dieu vous bénisse.